Léa inspire profondément avant de pousser la porte de la maison familiale, sentant son estomac se nouer comme à chaque visite. Cette anticipation anxieuse, fidèle compagne depuis l'enfance, ne l'a jamais quittée. Thomas, à ses côtés, lui presse doucement la main en murmurant un simple « courage » avant de sonner. Sa mère ouvre presque instantanément, comme si elle les attendait derrière la porte, et son regard glisse sur Léa avec une indifférence polie, avant de s'attarder brièvement sur Thomas, avec cette curiosité mêlée de jugement qu'elle connaît si bien. « Vous êtes en retard », dit-elle simplement, avant de se tourner vers l'intérieur en annonçant leur arrivée. Dans le salon, Marion rayonne d'un bonheur ostentatoire qui semble faire flotter sa silhouette dans une bulle d'autosatisfaction. À 25 ans, sa sœur cadette exhibe sa bague de fiançailles comme un trophée, la faisant scintiller sous la lumière à chaque geste savamment calculé. « Léa, enfin !» s'exclame-t-elle avec un enthousiasme qui sonne faux aux oreilles de sa sœur. « Je vous attendais pour annoncer la grande nouvelle officiellement. » Leur père, installé dans son fauteuil habituel avec son verre de cognac, acquiesce avec une satisfaction évidente, tandis qu'à ses côtés, un jeune homme en chemise impeccablement repassée se lève poliment pour les saluer. Julien, le fiancé de Marion, médecin urgentiste comme leur mère, ne manque jamais de le préciser à qui veut l'entendre. « Nous nous marions dans 3 mois, annonce Marion, les yeux brillants d'excitation. Julien m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Deauville. C'était tellement romantique. Les félicitations fusent autour de la table, pendant que leur mère s'extasie sur chaque détail de la demande, et que leur père serre la main de Julien avec une fierté non dissimulée. Léa sent Thomas se raidir imperceptiblement à ses côtés, tandis qu'elle-même sourit, applaudit et prononce les mots attendus. Mais une part d'elle observe la scène avec un détachement douloureux, reconnaissant cette chorégraphie familière, où Marion occupe invariablement le centre de toutes les attentions. « Et vous deux ?» demande soudain leur mère en se tournant vers Léa avec cet intérêt distant et poli qui ne contient aucune véritable chaleur. Léa hésite, sentant le piège se refermer avant même d'avoir ouvert la bouche, puis échange un regard avec Thomas qui l'encourage d'un léger hochement de tête. « Nous aussi, nous préparons notre mariage, » dit-elle doucement, en essayant de garder un ton léger. « Nous pensions nous marier cet été, dans quelque chose de simple et... »« Ah !» coupe son père, et son ton devient immédiatement plus froid, presque cassant. « Il faudra en discuter. » Le silence qui suit est lourd de sous-entendus, tandis que Marion et leur mère échangent un regard entendu. Ce regard que Léa a vu 1000 fois et qu'elle pourrait interpréter les yeux fermés. Le dîner qui suit devient une véritable épreuve, où Marion monopolise la conversation en détaillant chaque aspect de son mariage de rêve avec une minutie épuisante. Le traiteur haut de gamme, la salle prestigieuse, les centaines d'invités, chaque détail est disséqué et admiré pendant que leurs parents boivent ses paroles, posent de 1000 questions et s'extasient sur tout ce qu'elle raconte. Léa et Thomas, relégués au bout de la table et réduits au silence, ne sont plus que les spectateurs d'un spectacle où ils n'ont aucun rôle à jouer. Puis, au moment du dessert, arrive ce qu'elle redoutait depuis le début de la soirée. Son père repose son verre avec une autorité qui impose le silence à toute la tablée et regarde Léa droit dans les yeux, avec ce mélange de déception et de condescendance qu'elle connaît depuis toujours. « Léa, il faut que tu comprennes quelque chose, » commence-t-il, en prenant ce ton professoral qu'il utilise pour asséner des vérités qu'il juge indiscutables. « Nous avons donné l'argent pour le mariage de ta sœur. Elle épouse un médecin, toi un homme sans avenir. » Le silence qui suit ces mots est absolument assourdissant, et Léa sent le sol se dérober sous elle, comme si le monde venait de basculer. Elle a entendu des phrases blessantes de la part de ses parents toute sa vie, mais celle-ci, prononcée avec un détachement si brutal devant Thomas, la transperce d'une douleur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Marion, loin de défendre sa sœur ou de tempérer les propos de leur père, ricane avec un mépris non dissimulé, avant de lâcher d'une voix traînante. « Au moins j'épouse quelqu'un de respectable. » Léa sent son cœur se briser en 1000 morceaux, tandis qu'elle voudrait se lever, partir, crier, mais elle reste figée sur sa chaise, pétrifiée par l'humiliation. Une part d'elle refuse obstinément de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Pas ici, pas devant eux, et elle serre les poings sous la table en enfonçant ses ongles dans ses paumes pour contenir les larmes qui menacent de déborder. Mais Thomas, lui, réagit d'une manière que personne n'avait anticipée. Resté silencieux jusqu'alors en observant chaque regard, chaque sous-entendu,
chaque humiliation infligée à la femme qu'il aime. Il se lève calmement de sa chaise pendant que tous les regards convergent vers lui. Il sort alors son téléphone de sa poche, le pose délicatement sur la table devant lui et demande d'une voix posée, presque douce, qui contraste violemment avec la tension qui règne dans la pièce. « Dois-je leur dire qui je suis vraiment ?» Le sourire de Marion se fige instantanément sur ses lèvres, tandis que leurs parents échangent un regard confus et que Julien fronce les sourcils sans comprendre. Et Léa, pour la première fois de cette soirée interminable, lève enfin les yeux vers Thomas qui se tient debout, calme et déterminé, et sent quelque chose se réveiller en elle, une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entoure. Le silence qui suit la question de Thomas semble s'étirer à l'infini dans la salle à manger, et Léa sent son cœur battre si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. Elle observe son fiancé, debout et calme, son téléphone posé sur la nappe blanche comme une promesse ou une menace, et se demande ce qu'il va révéler qui pourrait changer la donne de cette soirée catastrophique. Thomas fait glisser son doigt sur l'écran de son téléphone avec une lenteur délibérée, puis le tourne vers la famille assemblée autour de la table. Sur l'écran apparaissent des photos qu'il fait défiler une à une, en expliquant d'une voix posée, presque détachée, comme s'il commentait simplement des vacances d'ordinaire. « Je suis infirmier anesthésiste diplômé d'État », commence-t-il en montrant une photo de lui en tenue professionnelle dans un bloc opératoire. « J'ai obtenu ma formation IADE après 5 années d'études et 2 ans de spécialisation intensive. Actuellement, je coordonne des projets médicaux pour une organisation non gouvernementale internationale reconnue. » Il fait défiler d'autres images montrant des missions humanitaires, des zones en crise sanitaire où il a travaillé, des salles de formation remplies de soignants qu'il a formés aux techniques d'urgence. Une photo le montre recevant une reconnaissance lors d'une conférence médicale à Genève, une autre en train de former une équipe locale dans un hôpital de campagne quelque part en Afrique. « J'ai travaillé dans 7 pays en situation de crise humanitaire », continue Thomas, en faisant apparaître des articles de revues professionnelles où son nom est mentionné. « J'ai formé plus de 300 soignants au protocole d'urgence et d'anesthésie dans des contextes difficiles, et je suis régulièrement sollicité pour intervenir lors de conférences internationales sur la médecine en zone de conflit. » Le visage du père de Léa passe lentement de l'arrogance à quelque chose qui ressemble à de la confusion, puis à un embarras mal dissimulé, tandis qu'il contemple les preuves irréfutables qui s'accumulent sous ses yeux. La mère ouvre la bouche, la referme, incapable de trouver les mots appropriés face à cette révélation qui bouleverse complètement le scénario qu'elle avait imaginé. Marion, elle, bégaye quelques mots en essayant de sauver la face devant son fiancé qui observe la scène avec un intérêt grandissant. « Bon, c'est bien. Bien sûr, c'est très bien ce que tu fais, Thomas. Mais enfin, ce n'est pas exactement comme être médecin. Il faut quand même reconnaître que... » « Un infirmier reste un infirmier, » coupe le père de Léa, avec une maladresse qui trahit son désarroi, cherchant désespérément à minimiser ce qu'il vient d'apprendre pour ne pas avoir à remettre en question le jugement brutal qu'il a prononcé quelques minutes plus tôt. Thomas range calmement son téléphone dans sa poche, et son sourire est empreint d'une tristesse qui fait mal à voir. Il pose sa main sur l'épaule de Léa et dit simplement, d'une voix douce mais ferme, qui ne laisse place à aucune négociation, « On s'en va ». Léa se lève comme dans un brouillard, ses jambes tremblant légèrement sous elle, tandis qu'elle attrape son manteau et son sac sans même regarder sa famille. Elle entend vaguement sa mère qui tente une protestation molle, quelque chose comme « Voyons, il n'y a pas de raison de partir comme ça ». Mais les mots glissent sur elle, sans l'atteindre vraiment. Dans la voiture, alors que Thomas démarre et s'éloigne de cette maison qu'elle a toujours détestée sans jamais oser se l'avouer complètement, Léa s'effondre enfin. Les larmes qu'elle a retenues toute la soirée jaillissent d'un coup, incontrôlables, libérant des années d'humiliation accumulées, de petites phrases assassines, de comparaisons blessantes et d'amour conditionnel qu'elle n'a jamais réussi à mériter. « Je suis désolée », sanglote-t-elle entre 2 hoquets, et elle ne sait même pas vraiment de quoi elle s'excuse, si c'est du comportement de sa famille, de sa propre faiblesse, ou du fait qu'il ait dû subir cette scène humiliante à cause d'elle. Thomas se gare sur le bas-côté de la route, coupe le moteur et se tourne vers elle pour la prendre dans ses bras, la laissant pleurer contre son épaule, sans chercher à la consoler avec des mots vides de sens. Il attend simplement que l'orage émotionnel passe, caressant doucement ses cheveux en silence. « Tu n'as pas à t'excuser, » dit-il finalement quand les sanglots de Léa se calment un peu. « Jamais.
pour rien de tout ça. Léa relève la tête, ses yeux rougis cherchant ceux de Thomas dans la pénombre de l'habitacle éclairé seulement par les réverbères de la rue. « Ce n'est pas la première fois qu'il me traite comme ça », avoue-t-elle d'une voix brisée. « Depuis toujours, depuis que je suis petite, Marion a toujours été la préférée, celle qui brillait, celle qu'on admirait. Moi, j'étais juste celle qui devait être parfaite sans jamais vraiment y arriver. » Elle raconte alors, dans un flot de paroles entrecoupées de silences douloureux, son enfance dans l'ombre de sa sœur cadette, les comparaisons constantes, les attentes impossibles à satisfaire, et cette sensation d'être toujours en train de courir après une approbation qui ne venait jamais. Elle parle de sa décision de devenir infirmière, ce choix qu'elle aimait profondément, mais que ses parents n'avaient jamais vraiment valorisé, toujours en attente qu'elle fasse quelque chose de plus prestigieux, de plus impressionnant, de plus digne de leurs ambitions pour elle. Thomas l'écoute sans l'interrompre, son visage exprimant une compassion mêlée de colère contenue face à ce qu'elle lui révèle. Quand elle termine enfin son récit épuisant, il prend son visage entre ses mains et plonge son regard dans le sien avec une intensité qui la fait frissonner. « Écoute-moi bien, Léa, » dit-il d'une voix vibrante d'émotion. « Tu accompagnes des gens dans les moments les plus difficiles et les plus sacrés de leur vie. Tu leur apportes du réconfort et de la dignité quand ils en ont le plus besoin. Ce que tu fais a une valeur inestimable que personne, absolument personne, n'a le droit de diminuer. Ils ne te verront jamais pour ce que tu es vraiment, mais moi je te vois, et tu mérites tellement mieux que leur jugement toxique. » Léa sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine, comme si les mots de Thomas avaient touché une blessure qu'elle ne savait même pas qu'elle portait encore. Elle se blottit contre lui, respirant son odeur familière et rassurante, et pour la première fois depuis des années, elle se demande si elle n'a pas passé toute sa vie à chercher l'approbation des mauvaises personnes. De retour dans leur appartement, Léa s'assoit sur le canapé sans même retirer son manteau, le regard perdu dans le vide. Thomas prépare du thé en silence, respectant ce moment où elle semble être ailleurs, prisonnière de pensées qui la ramènent loin en arrière. Quand il lui tend la tasse fumante, elle la prend machinalement entre ses mains tremblantes, cherchant la chaleur réconfortante de la porcelaine. « J'ai toujours su qu'il me voyait différemment, » dit-elle finalement d'une voix à peine audible. « Mais ce soir, entendre ces mots prononcés si brutalement devant toi, c'était comme si toutes ces années de petites blessures accumulées explosèrent d'un coup. » Thomas s'assoit près d'elle, attendant qu'elle continue si elle le souhaite, ne forçant rien. Léa ferme les yeux et les images remontent malgré elle, ces souvenirs qu'elle avait soigneusement rangés dans un coin de son esprit pour pouvoir continuer à fonctionner. Elle revoit la scène de sa remise de diplôme d'infirmière, ce jour où elle était si fière d'avoir réussi ses examens avec mention, d'avoir trouvé sa voie dans ce métier qui lui correspondait si profondément. Ses parents n'étaient maintes pas venus. Un week-end était prévu, avait expliqué sa mère au téléphone d'un ton détaché, comme si assister à la remise de diplôme de sa fille était un rendez-vous qu'on peut déplacer à sa convenance. 3 mois plus tard, quand Marion avait décroché un poste de chargée de communication après 3 ans de recherches infructueuses, ils avaient organisé un dîner de célébration avec toute la famille. Elle se souvient aussi du jour où, à 15 ans, elle était rentrée avec un 18 sur 20 en mathématiques, rayonnante de fierté. Son père avait à peine levé les yeux de son journal pour demander pourquoi ce n'était pas 20. Le même soir, Marion avait ramené un 12 sur 20, et leur mère l'avait serrée dans ses bras en la félicitant pour ses efforts remarquables. « Quand j'ai annoncé que je voulais devenir infirmière, » murmure Léa en rouvrant les yeux, « mon père a soupiré comme si je venais de lui annoncer que j'abandonnais mes études. Il m'a dit que j'étais capable de devenir médecin, que c'était dommage de me contenter de moins. Ma mère a ajouté que c'était un métier fatigant et mal payé, que je méritais mieux. Mais ce métier, Thomas, je l'aime profondément. J'aime accompagner les gens dans leurs moments les plus fragiles, être là quand ils ont peur, leur tenir la main quand personne d'autre ne peut le faire. » Thomas pose sa tasse et prend les mains de Léa dans les siennes, son regard ancré dans le sien, avec une intensité qui la force à vraiment l'écouter. « Tu as financé tes études en travaillant dans une maison de retraite le soir et les week-ends, pendant que ta sœur vivait confortablement au crochet de vos parents. Tu t'es battu pour chaque euro, chaque examen, chaque stage. Et maintenant, tu travailles en soins palliatifs, l'un des services les plus difficiles émotionnellement de tout l'hôpital.
Tu sais ce que ça dit de toi ?» Léa secoue la tête, les larmes recommençant à couler malgré elle, et Thomas continue d'une voix ferme mais douce. « Ça dit que tu es forte, courageuse, et que tu as choisi un métier qui demande une humanité rare. Leur jugement ne reflète pas ta valeur, Léa. Il reflète leur incapacité à voir au-delà des apparences et du prestige social. » Ces mots touchent quelque chose de profond en elle, une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler clairement. Elle réalise soudain qu'elle a passé 28 ans de sa vie à essayer de prouver sa valeur à des gens qui ne la verraient jamais, quoi qu'elle accomplisse. Excellente élève, diplômée avec mention, professionnelle dévouée. Rien n'avait jamais suffi parce que le problème n'avait jamais été ce qu'elle faisait, mais simplement qui elle était à leurs yeux. Parfois je me demande si j'ai vraiment de la valeur, avoue-t-elle dans un souffle, et cette confession la fait trembler parce qu'elle vient de mettre des mots sur une peur qu'elle porte depuis l'enfance, sans jamais oser la nommer. Thomas la prend dans ses bras avec une tendresse qui la fait craquer complètement, et elle pleure contre son épaule toutes ces années où elle s'est sentie invisible, inadéquate, jamais assez bien. Elle pleure l'enfant qu'elle était, celle qui ramenait d'excellentes notes en espérant un sourire qui ne venait pas, l'adolescente qui s'était effacée devant sa sœur pour ne pas créer de vagues, la jeune femme qui s'excusait presque d'exister. « Tu as une valeur immense », murmure Thomas contre ses cheveux. « Ne laisse personne, pas même ta propre famille, te faire croire le contraire. » 3 jours passent dans un silence pesant. 3 jours où Léa oscille entre colère et culpabilité, se demandant si elle n'a pas exagéré en coupant court au dîner de cette manière. Thomas, lui, reste ferme dans son soutien sans jamais la presser vers une décision qu'elle doit prendre seule. C'est le mercredi matin que son téléphone vibre avec l'appel qu'elle redoutait et espérait à la fois. « Léa, ma chérie », commence sa mère d'une voix mielleuse qui déclenche immédiatement ses défenses. « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé samedi. Ton père était fatigué, tu sais comment il est après une longue semaine de travail. Et Marion plaisantait, tu la connais, elle ne pensait pas à mal. » Léa serre son téléphone si fort que ses jointures blanchissent, écoutant sa mère minimiser l'humiliation comme s'il s'agissait d'un simple malentendu entre gens raisonnables. Aucune excuse directe, aucune reconnaissance du mal causé, juste cette tentative maladroite de balayer l'incident sous le tapis pour que tout redevienne comme avant. « Nous organisons un déjeuner dimanche prochain », continue sa mère sans attendre de réponse, « pour tourner la page en famille. Tu viendras avec Thomas, bien sûr. Il faut qu'on apprenne à mieux se connaître, tous ensemble, dans une atmosphère plus détendue. » Thomas, qui observe Léa depuis le canapé, fronce les sourcils en voyant son expression se fermer. Quand elle raccroche après avoir accepté l'invitation d'une voix neutre, il s'approche et pose doucement la question qu'elle redoute déjà. « Tu es sûre de vouloir y retourner ?»« Je ne sais pas », avoue-t-elle en se laissant tomber à ses côtés. « Une part de moi veut croire qu'ils ont compris, qu'ils regrettent sincèrement, que peut-être cette fois, les choses peuvent être différentes. » Thomas la regarde avec une compassion mêlée d'inquiétude, puis dit calmement ce qu'elle sait déjà au fond d'elle-même. « Ils ne changeront pas, Léa. Ils veulent juste sauver les apparences maintenant qu'ils savent qui je suis. Mais je te soutiens, quel que soit ton choix. Si tu as besoin d'y retourner pour en avoir le cœur net, alors on ira. » Le dimanche suivant, l'atmosphère dans la maison familiale est effectivement différente, mais d'une manière qui met Léa profondément mal à l'aise. Ses parents multiplient les sourires forcés et les compliments appuyés envers Thomas, l'interrogeant sur ses missions humanitaires avec un intérêt qui sonne terriblement faux. Marion, elle, reste étrangement silencieuse, observant les échanges avec une expression indéchiffrable. Finalement, Thomas a un parcours vraiment impressionnant, déclare son père en remplissant les verres de vin comme si de rien n'était. Coordonner des projets médicaux à l'international, former des équipes entières, c'est admirable. Nous sommes contents que Léa ait trouvé quelqu'un d'aussi sérieux. Ces mots que Léa a attendus toute sa vie sonnent creux et hypocrites, arrivant seulement maintenant que Thomas a prouvé qu'il correspondait à leurs critères arbitraires de réussite. Pas un mot sur elle, sur son propre parcours, sur la violence de ce qui a été dit 3 jours plus tôt. Juste cette tentative maladroite de faire comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Marion choisit ce moment pour intervenir avec un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. On pourrait même envisager un double mariage, non ? Pour économiser sur les frais et célébrer ensemble, en famille. Ce serait tellement plus pratique pour tout le monde.
Léa sent la nausée monter en elle face à cette proposition absurde qui nierait complètement ce qu'elle a vécu, qui la forcerait à partager encore une fois un moment important avec sa sœur, à passer encore une fois au second plan le jour qui devrait être le sien. Elle ouvre la bouche pour refuser poliment quand sa mère ajoute d'un ton léger, presque amusé, une remarque qui la glace jusqu'aux os. « Au fait, Léa, tu te souviens quand tu m'as confié que tu avais peur de ne pas être une bonne mère ? J'en ai parlé à papa. Ça nous a un peu inquiétés. Enfin, avec ton travail si prenant et ton caractère anxieux, c'est une préoccupation légitime, non ? » Le silence qui suit cette trahison est assourdissant, et Léa sent quelque chose se briser définitivement en elle. Cette confidence partagée lors d'un moment de vulnérabilité, utilisée maintenant comme une arme devant tout le monde, devant Thomas, pour la diminuer encore une fois. Elle comprend alors avec une clarté douloureuse qu'ils ne changeront jamais, qu'aucune excuse ne viendra, qu'ils sont incapables de voir le mal qu'ils causent. Elle se lève calmement, pose sa serviette sur la table et regarde ses parents droit dans les yeux. « Thomas et moi nous marierons sans vous. Cette décision est définitive. » Léa traverse le parking d'un pas décidé, le cœur battant encore de l'adrénaline de sa déclaration, quand elle entend son père l'appeler derrière elle. Elle se retourne malgré elle et se fige en le voyant courir vers elle, quelque chose d'inhabituel dans son expression qui ressemble presque à du désespoir. « Léa, attends !» dit-il en atteignant sa hauteur, essoufflé et les traits tirés d'une manière qu'elle ne lui a jamais vue. « S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes. Juste 5 minutes. » Thomas, qui attendait près de la voiture, fait un geste interrogateur à Léa qui hésite longuement avant de hocher la tête. « Je reviens », dit-elle à son fiancé qui acquiesce en restant près du véhicule, vigilant mais respectueux de cette conversation qui doit avoir lieu. Son père la guide vers un banc à l'écart du parking, et quand il s'assoit lourdement à côté d'elle, Léa remarque que ses mains tremblent légèrement. Pour la première fois de sa vie, elle voit son père vulnérable, presque fragile, et cela la déstabilise profondément. « J'ai été un mauvais père », commence-t-il sans la regarder, fixant ses mains jointes entre ses genoux. « Je le sais, je l'ai toujours su au fond, mais je me racontais des histoires pour ne pas avoir à l'affronter. » Léa reste silencieuse, trop choquée par cet aveu pour savoir comment réagir, et son père continue d'une voix rauque qui trahit une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Ta mère et moi, on a toujours été durs avec toi parce que tu étais forte, parce que tu réussissais tout ce que tu entreprenais sans qu'on ait besoin de te pousser. Marion, elle, était fragile. Elle avait besoin de plus d'encouragement, de plus d'attention. On pensait bien faire en la soutenant davantage. On pensait que toi, tu n'en avais pas besoin. » La colère monte en Léa comme une vague brûlante qui submerge toutes les autres émotions. « Vous m'avez brisée en pensant que j'étais incassable, » dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. « Vous m'avez affamée d'affection en croyant que je n'en avais pas besoin. Pendant 28 ans, j'ai couru après votre approbation sans jamais la recevoir. » Son père hoche la tête lentement, acceptant le reproche sans chercher à se défendre. Et ce silence résigné fait presque plus mal à Léa que n'importe quelle justification. Il prend une longue inspiration avant de poursuivre, et ce qu'il dit ensuite change complètement la donne. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Marion, son fiancé Julien, il n'est pas l'homme qu'on croyait. Il la contrôle complètement. Il choisit ses vêtements, surveille chaque appel sur son téléphone, décide avec qui elle peut voir ou non. Elle nous répète que tout va bien, que c'est de l'amour, mais on voit bien qu'elle a peur. » Léa sent son sang se glacer dans ses veines, tandis que les pièces du puzzle se mettent brutalement en place dans son esprit. Le comportement étrange de Marion ces derniers mois, son sourire qui ne montait jamais vraiment jusqu'à ses yeux, sa façon de vérifier constamment son téléphone comme si elle redoutait un message. « Elle a besoin de toi », continue son père en la regardant enfin dans les yeux, et pour la première fois, elle y voit quelque chose qui ressemble à des larmes. Nous ne savons pas comment l'aider. Elle refuse de nous écouter. Elle défend Julien à chaque fois qu'on essaie d'aborder le sujet. Mais toi, peut-être qu'elle t'écouterait. Léa reste assise sur ce banc, figée par ce qu'elle vient d'apprendre, déchirée entre la colère qu'elle ressent encore envers sa famille et cette révélation qui bouleverse tout. Sa sœur, cette Marion arrogante et cruelle qui l'a humiliée il y a quelques jours à peine, serait elle-même victime d'une situation dangereuse. Elle pense à toutes les femmes qu'elle a accompagnées dans son service,
celles qui portaient des blessures invisibles bien plus profondes que les maladies qui les avaient conduites à l'hôpital. Elle reconnaît maintenant les signes qu'elle aurait dû voir plus tôt si elle n'avait pas été aveuglée par sa propre douleur. Je ne peux pas te promettre que je vais réparer notre relation, dit-elle finalement d'une voix ferme, malgré le chaos émotionnel qui règne en elle. Ce que vous m'avez fait subir pendant des années ne s'efface pas en une conversation. Mais je vais parler à Marion. Pas pour vous, pas pour sauver les apparences familiales. Pour elle, parce que personne ne mérite de vivre dans la peur. Son père hoche la tête en silence, comprenant que c'est tout ce qu'il obtiendra pour l'instant. Et Léa retourne vers Thomas qui l'attend patiemment près de la voiture. Dans ses bras, elle laisse échapper un sanglot de confusion et d'épuisement. « Il m'a parlé de Marion », murmure-t-elle contre son épaule. « Elle est en danger. » Léa fixe son téléphone pendant 10 bonnes minutes avant de trouver le courage d'envoyer le message à Marion. « On peut se voir pour discuter, juste toi et moi, dans un endroit neutre. » La réponse arrive étonnamment vite. Un simple « d'accord » suivi de l'adresse d'un café en centre-ville. 2 jours plus tard, Léa arrive au café avec 15 minutes d'avance, commandant un thé qu'elle ne boira pas vraiment, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. Quand Marion pousse la porte exactement à l'heure convenue, Léa est frappée par le contraste entre l'image de perfection que sa sœur projette et les signes subtils qu'elle reconnaît maintenant pour les avoir vus trop souvent dans son travail. Marion porte un chemisier à manches longues, malgré la douceur inhabituelle de la journée. Son maquillage est impeccable, mais légèrement trop épais sur certaines zones du visage, et ses mains tremblent légèrement quand elle retire son manteau. Elle sourit en s'asseyant, ce sourire éclatant qui a toujours fait partie de son armure. Mais Léa voit maintenant la fêlure derrière le vernis. « Merci d'être venue », commence Léa sans détour, décidant qu'elle ne servira à rien en tournant autour du pot. « Papa m'a parlé de Julien, de la façon dont il te traite. » Le sourire de Marion se fige instantanément sur ses lèvres, et quelque chose de dur passe dans son regard, avant qu'elle ne se referme complètement comme une huître. Papa exagère comme toujours. Julien est protecteur, c'est tout. C'est une preuve d'amour, pas un problème. Léa inspire profondément, choisissant ses mots avec soin, parce qu'elle sait à quel point cette conversation est fragile. Marion, je travaille en soins palliatifs, mais j'ai fait des rotations dans tous les services de l'hôpital. J'accompagne des gens qui ont attendu trop longtemps pour demander de l'aide, et je reconnais les signes. Parle-moi vraiment, s'il te plaît. Marion détourne le regard vers la fenêtre, ses mâchoires serrées dans une tension visible. Et pendant un long moment, Léa croit qu'elle va se lever et partir. Mais alors, presque imperceptiblement, elle voit les épaules de sa sœur s'affaisser, comme si un poids invisible venait de les écraser. « Tu ne comprends pas », murmure Marion d'une voix à peine audible. « J'ai toujours eu besoin d'être parfaite pour eux, pour papa et maman. Toi, tu étais naturellement intelligente, autonome, capable de tout réussir sans effort apparent. Moi, je n'étais rien sans leur approbation constante. Julien me donne cette validation. Il me dit que je suis importante, que je compte pour lui. » Léa tend la main par-dessus la table, mais n'ose pas toucher sa sœur, craignant de briser ce moment de vérité fragile. « Et le prix de cette validation, c'est quoi, Marion ? Qu'est-ce que tu as dû abandonner pour l'obtenir ?» Les larmes commencent à couler silencieusement sur les joues soigneusement maquillées de Marion, creusant des sillons dans le fond de teint qui cache ce qu'elle ne veut pas montrer. Sa voix se brise quand elle avoue enfin ce qu'elle a gardé pour elle pendant des mois. « Je ne peux plus respirer. Il décide de tout, de ce que je porte, de qui je vois, de ce que je mange. Je ne peux plus voir mes amies parce qu'il dit qu'elles sont une mauvaise influence. Je ne peux plus rire trop fort parce qu'il trouve ça vulgaire. J'ai l'impression de disparaître un peu plus chaque jour, de devenir une version de moi-même qu'il a créée et qui n'a plus rien à voir avec qui je suis vraiment. » Elle marque une pause, essuyant rageusement ses larmes comme si elle leur en voulait de trahir sa faiblesse, puis continue d'une voix tremblante. Et le pire, Léa, c'est qu'il m'a convaincue de démissionner de mon travail il y a 6 mois. Il disait qu'une future femme de médecin n'avait pas besoin de travailler, que c'était même un peu embarrassant pour lui que je gagne si peu. Maintenant, je dépends totalement de lui financièrement, et cette dépendance me terrifie plus que tout le reste. Léa sent la colère monter en elle.
Non pas contre sa sœur, mais contre cet homme qui a méthodiquement détruit son autonomie et sa confiance en elle. Elle prend finalement la main de Marion qui la serre si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. « Tu peux sortir de là », dit Léa avec toute la conviction dont elle est capable. « Je t'aide. Je te soutiens. On trouve des solutions, ensemble. » Mais Marion retire sa main brusquement, secouant la tête avec une expression de panique qui ressemble presque à de la colère. « Tu ne comprends pas. Je ne suis pas forte comme toi. Je ne peux pas vivre seule. Je ne sais pas comment faire. » Et puis le mariage est dans 6 semaines. Tout est organisé. Les invitations sont envoyées. Comment j'annule tout ça? Comment j'explique à tout le monde que j'ai fait une erreur monumentale? Elle se lève précipitamment, attrapant son manteau et son sac avec des gestes saccadés de quelqu'un qui fuit avant de s'effondrer complètement. Je dois y aller. Julien m'attend et il n'aime pas que je sois en retard. 2 mois s'écoulent depuis cette conversation déchirante au café. 2 mois pendant lesquels Léa n'a plus eu de nouvelles de Marion, malgré ses tentatives de reprendre contact. Elle a finalement accepté que certaines personnes doivent parcourir leur propre chemin, aussi douloureux soit-il, et s'est concentrée sur la construction de sa propre vie loin du chaos familial. C'est par un samedi ensoleillé de mai que Léa et Thomas se marient à la mairie du petit village où habite sa grand-mère, cette femme de 82 ans qui a toujours été son unique allié familial. La cérémonie est simple et intime, exactement comme il l'avait imaginé, suivi d'un déjeuner dans un restaurant champêtre dont la terrasse donne sur la Loire, qui coule paisiblement en contrebas. Une vingtaine d'invités sont présents, des amis proches et des collègues de l'hôpital qui les ont soutenus pendant ces mois difficiles. Et l'atmosphère est remplie d'une chaleur authentique qui contraste violemment avec la toxicité des dîners familiaux. Des fleurs du jardin de sa grand-mère décorent les tables avec une simplicité touchante qui vaut tous les arrangements floraux coûteux du monde. Pendant le repas, sa grand-mère attire Léa à l'écart sous un saule pleureur qui borde la rivière et prend ses mains dans les siennes avec une tendresse qui fait monter les larmes aux yeux de la jeune mariée. « Ta mère a reproduit exactement ce que sa propre mère lui a fait subir », confie la vieille dame d'une voix douce mais ferme. Elle a détesté être la fille parfaite qu'on forçait à exceller en tout. Alors elle a créé une autre fille parfaite pour supporter ce fardeau à sa place. Toi. Le cycle existait bien avant ta naissance, ma chérie. Et tu n'es pas responsable de le briser. Mais tu as le pouvoir de ne pas le perpétuer. Cette révélation apporte à Léa une paix étrange et inattendue, la libérant d'un poids qu'elle portait sans même en avoir pleinement conscience. Elle embrasse sa grand-mère en murmurant un merci qui contient des années de gratitude inexprimée. 3 semaines après leur retour de lune de miel passée en Bretagne, à marcher le long des falaises et à respirer l'air marin, le téléphone de Léa sonne tard un soir avec un numéro qu'elle reconnaît immédiatement. La voix de Marion au bout du fil est à peine reconnaissable, brisée par les sanglots et la panique. « J'ai annulé le mariage. C'était prévu pour ce week-end, mais je ne peux plus. Je ne peux pas passer ma vie comme ça. Julien a tout contrôlé pendant des mois. Il a isolé de tout le monde, et maintenant il refuse de me rendre mes affaires. Je n'ai nulle part où aller. Papa et maman disent que j'exagère, que j'abandonne un homme bien qui m'offrait une belle vie. Ils refusent de m'aider. Est-ce que je peux venir chez toi quelques jours? Juste le temps de trouver une solution. » Léa échange un long regard avec Thomas qui a entendu la conversation, et elle voit dans ses yeux à la fois de l'inquiétude et cette bonté profonde qui l'a fait tomber amoureuse de lui. Leur petit appartement loué qu'ils ont soigneusement aménagé ensemble pour en faire leur refuge est leur cocon précieux, et l'idée d'y introduire Marion avec tous ses bagages émotionnels la remplit d'appréhension. Mais comment pourrait-elle refuser à quelqu'un qui vient enfin de trouver le courage de s'échapper, même si cette personne est sa sœur qui l'a humiliée et blessée tant de fois par le passé? « Viens », dit-elle finalement malgré tous les signaux d'alarme qui résonnent dans sa tête. « On t'aidera à te remettre sur pied. » Marion emménage le lendemain avec 2 valises et un regard de noyé qui cherche désespérément une bouée de sauvetage. Les premières semaines se passent mieux que prévu, Marion restant discrète et reconnaissante, cherchant du travail en communication digitale et commençant même une thérapie qu'elle trouve aidante. 2 mois après l'installation de Marion, Léa découvre qu'elle est enceinte de 7 semaines lors d'un rendez-vous médical de routine. La nouvelle la submerge d'une joie immense, immédiatement suivie d'une terreur viscérale qui lui coupe le souffle. Le soir même, pelotonnée contre Thomas sur leur lit,
Elle laisse échapper la peur qui l'habite depuis qu'elle a vu les 2 lignes sur le test. Et si je reproduis leurs erreurs? Et si je deviens comme eux sans même m'en rendre compte? Thomas la serre contre lui avec une force rassurante qui ancre Léa dans le moment présent. Tu en as conscience. Tu fais déjà une thérapie depuis des mois. Tu as fait tout ce travail sur toi-même. Tu n'es pas condamnée à répéter leur schéma. Mais alors que Léa devrait se concentrer sur cette grossesse qui change tout, sur les préparatifs et l'excitation de devenir mère, elle sent une tension grandissante dans l'appartement. Léa est maintenant enceinte de 4 mois, son ventre commençant à s'arrondir visiblement sous ses blouses d'infirmière, et Marion vit chez eux depuis 3 mois. Ce qui devait être un arrangement temporaire de quelques semaines s'est insidieusement transformé en une cohabitation qui pèse de plus en plus lourd sur le couple. Les premières semaines avaient été gérables, presque agréables même, avec Marion qui participait aux tâches ménagères et cuisinait parfois des plats réconfortants qui remplissaient l'appartement d'odeurs familières. Mais progressivement, imperceptiblement, les anciens schémas familiaux ont commencé à se réinstaller comme une plante invasive qui reprend ses droits. Marion critique maintenant la décoration qu'elle trouve trop minimaliste, se plaint que l'appartement est petit et sombre comparé à ce qu'elle connaissait avant, soupire quand Léa prépare des pâtes pour le dîner en murmurant qu'elle aimerait varier un peu les menus. Elle monopolise Thomas chaque soir dans de longues conversations sur ses difficultés émotionnelles, ses peurs, ses doutes sur l'avenir, pendant que Léa, épuisée par ses gardes de 12 heures, s'endort presque sur le canapé. « Tu as vraiment de la chance d'avoir un mari si patient et attentif », dit Marion un soir, en regardant Thomas qui prépare une tisane pour Léa qui a des nausées. « Julien ne m'écoutait jamais vraiment comme Thomas t'écoute. Il est exceptionnel. » Le sous-entendu plane dans l'air comme une fumée toxique, et Léa sent quelque chose se tordre désagréablement dans son ventre, qui n'a rien à voir avec la grossesse. Marion ne drague pas Thomas ouvertement, mais elle s'arrange pour être toujours là quand il rentre du travail, pour rire de ses blagues un peu trop fort, pour chercher son regard quand elle raconte ses anecdotes. Ce jeudi soir-là, Léa rentre épuisée d'une garde particulièrement éprouvante, où elle a accompagné une patiente de 35 ans qui s'éteignait doucement, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge. Les nausées de la grossesse combinées à la fatigue émotionnelle l'ont vidée de toute énergie, et elle rêve juste de prendre une douche chaude et de s'effondrer dans son lit. Elle trouve Marion en larmes sur le canapé, Thomas assis à côté d'elle, et lui tenant la main dans un geste de réconfort fraternel qui ne devrait pas la déranger, mais qui déclenche en elle une jalousie irrationnelle qu'elle déteste ressentir. « Je lui racontais comment Julien me faisait douter de ma propre réalité », explique Marion en voyant Léa, essuyant ses larmes avec un mouchoir que Thomas vient de lui tendre. Comment il déformait tout ce que je disais, jusqu'à ce que je ne sache plus moi-même ce qui était vrai ou faux. Léa hoche la tête mécaniquement, murmurant quelque chose d'approprié, avant de se réfugier dans la salle de bain, où elle s'effondre sur le bord de la baignoire, en se demandant si elle est en train de devenir folle. Sa sœur a vécu un enfer et mérite de la compassion. Alors pourquoi ressent-elle cette colère sourde qui monte en elle comme une marée toxique? Lors de sa séance de thérapie suivante, elle craque complètement devant sa psychologue, qui écoute patiemment son récit décousu de frustrations accumulées. « Je deviens folle. Je suis jalouse de ma propre sœur qui vient d'échapper à une relation d'emprise. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Sa thérapeute pose sur elle un regard empreint de compréhension avant de répondre avec une douceur ferme. « Vous êtes enceinte, dans une période de grande vulnérabilité physique et émotionnelle, et votre sœur reproduit dans votre mariage la dynamique familiale toxique dont vous avez passé des mois à vous libérer. Elle prend de plus en plus d'espace émotionnel dans votre couple, consciemment ou non. Vous avez le droit de poser des limites, même envers quelqu'un qui souffre. Protéger votre santé mentale et votre famille n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. » Ces mots résonnent en Léa comme une permission qu'elle attendait sans oser se l'avouer. Le soir même, elle attend que Marion sorte faire des courses pour s'asseoir avec Thomas et avoir la conversation qu'elle redoute depuis des semaines. « Je ne peux plus », dit-elle simplement, et ces 3 mots contiennent des mois d'épuisement et de culpabilité mêlés. Je sais qu'elle a besoin d'aide. Je sais qu'elle traverse une période horrible, mais je suis en train de me perdre dans mon propre appartement. Thomas prend ses mains dans les siennes, avec ce sérieux qui lui confirme qu'il ressentait la même tension. « Je t'attendais. J'attendais que tu sois prête à dire ce que tu ressens vraiment. On va lui parler ensemble. » Quand Marion rentre avec ses sacs de courses,
Léa rassemble tout son courage pour prononcer les mots les plus difficiles de sa vie. « Marion, tu as eu 3 mois pour reprendre ton souffle et te stabiliser. Maintenant, tu dois trouver ton propre chemin. Tu ne peux plus rester ici. » Le visage de Marion se transforme instantanément, passant de la surprise à une rage froide qui glace le sang de Léa. « Tu m'abandonnes, exactement comme ils m'ont abandonnée. Je le savais. Je savais que tu étais comme eux, au fond. » 5 mois s'écoulent dans un mélange de soulagement et de culpabilité persistante. Marion a claqué la porte ce soir-là, en hurlant des accusations qui résonnent encore parfois dans l'esprit de Léa aux moments les plus inattendus. Mais l'appartement a retrouvé sa paix, ce silence bienvenu qui permet de respirer à nouveau. Par un matin glacial de janvier, après 18 heures de travail épuisant, Léa donne naissance à une petite fille aux yeux sombres qui la fixent avec une intensité bouleversante. Quand elle prend ce petit être fragile dans ses bras pour la première fois, quelque chose de profond se dénoue en elle, comme si toutes les questions qu'elle se posait trouvaient enfin leur réponse dans ce regard innocent. Elle pleure, submergée par une vague d'amour si puissante qu'elle en a le vertige, mais aussi par la peur terrible de ne pas être à la hauteur, de reproduire malgré elle les blessures qu'on lui a infligées. Thomas est là, bouleversé, tenant sa main et murmurant des mots qu'elle n'entend pas vraiment, tant elle est absorbée par cette minuscule personne qui dépend entièrement d'elle. Le lendemain, sa grand-mère arrive à la maternité, avec dans les mains un lapin en peluche tricoté, qu'elle sort délicatement de son sac. « C'est celui que j'avais fait pour toi quand tu es né. Ta mère ne l'a jamais voulu dans ton berceau. Elle disait que c'était démodé. Je l'ai gardé toutes ces années en espérant pouvoir te le donner un jour. » Un bouquet de roses blanches arrive l'après-midi avec une carte signée de ses parents. « Félicitations pour la naissance de notre petite fille. Nous espérons te revoir un jour. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste cet espoir qu'elle revienne vers eux selon leurs conditions. » Léa regarde longuement la carte avant de la jeter sans un mot, gardant les fleurs qui n'ont rien demandé. Les premiers mois de maternité sont un chaos épuisant de nuits blanches et de doutes incessants. Léa se réveille parfois en panique pour vérifier que sa fille respire encore, terrifiée à l'idée de rater un signe important, de commettre une erreur irréparable. Et si je ne suis pas assez attentive? Et si je la blesse sans le vouloir? Sa thérapeute l'aide patiemment à distinguer les peurs normales de tout parent du trauma qui remonte. Vous vous posez des questions, vous doutez, et c'est justement ça qui prouve que vous êtes déjà une mère aimante. L'amour conscient existe, et vous l'avez. 8 mois après leur rupture, Marion envoie un message inattendu. Elle vit maintenant en colocation, a retrouvé un emploi en communication digitale, poursuit sa thérapie régulièrement. Je ne demande pas pardon, juste que tu saches que tu m'as sauvée en me forçant à devenir autonome. Merci d'avoir été assez forte pour cette limite. Léa relit ces mots plusieurs fois, sentant quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle ne répond pas immédiatement, prenant le temps de s'assurer qu'elle est vraiment prête. 2 ans plus tard, par un après-midi d'automne pluvieux, Léa berce sa fille qui vient de s'endormir, après une histoire interminable sur les dinosaures. Elle a revu Marion 3 fois pour des cafés brefs et prudents, établissant lentement une relation nouvelle, faite de respect distant et de cicatrices acceptées. Ses parents restent absents, un silence qu'elle a appris à porter sans qu'ils la détruisent. Thomas s'assoit près d'elle sur le canapé de leur petit appartement loué, où des dessins d'enfants décorent maintenant le réfrigérateur. « Tu regrettes parfois ?» Léa regarde le visage paisible de sa fille endormie, écoute la pluie tambouriner doucement contre les fenêtres, respire l'odeur de café qui flotte depuis la cuisine. Elle pense aux cicatrices qu'elle porte encore, à cette tristesse douce qui l'envahit parfois quand elle pense à la famille qu'elle n'aura jamais eue, mais aussi à cette paix fragile qu'elle a construite pierre par pierre. « Non », dit-elle finalement avec un sourire qui contient toute la complexité de son parcours. « J'ai perdu une famille toxique. J'ai gagné ma dignité et créé celle que je méritais vraiment. » Elle grandira en sachant qu'elle est aimée sans condition. C'est le cycle que j'ai brisé. Dehors, l'automne dépose ses feuilles dorées sur le bitume mouillé. Ce n'est pas un happy ending parfait. C'est quelque chose de plus précieux. Une vie authentique, imparfaite, mais véritablement sienne.